Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 48. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Et après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts. Et de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Il faut que les Congolais qui veulent le changement, les Rwandais qui veulent un changement positif. Info 243 au cœur de l'actualité. Parle de ce conflit, un conflit régional, mais aussi pour chaque pays de la région, un conflit national. J'avais prévu de parler en long et en large de tous les pays, de la République démocratique du Congo, où j'ai vécu lorsque ce pays s'appelait encore le Zaïre, du Burundi, où, jeune étudiant, j'ai vécu le génocide Hutu de 72 sur le campus de Bujumbura, et bien sûr du Rwanda où je suis né, même si je n'ai pas passé le tiers de ma vie dans ce pays. Mais je le connais quand même, j'ai encore des parents là-bas et je sais ce qui s'y passe, peut-être mieux que certains qui y vivent. J'ai donc, après avoir écouté les différents orateurs, je me suis décidé à modifier un peu mon thème. Parce que ça ne sert à rien de répéter tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Les éminents orateurs qui m'ont précédé ont fait des analyses, ils ont élaboré sur le génocide rwandais ou le génocide des Tutsis. Il y en a qui ont même parlé de Hutu Power, d'autres ont parlé de la RDC, la situation actuelle, et aussi dans son évolution. Donc j'ai changé, j'ai modifié un peu mon exposé, sachant que il est peut-être plus important de parler de la situation actuelle, plutôt que de parler de Berlin, des influences belges sur la situation interethnique au Rwanda ou au Congo ou au Burundi. Je vais vraiment m'étendre sur la situation actuelle dans les trois pays, et surtout au Rwanda, le pays que je connais le mieux. Comme vous l'avez dit, j'étais ambassadeur à Paris dès le mois d'octobre 1990. C'est-à-dire que j'ai été nommé à Paris, en fait, en septembre 1990. J'étais ambassadeur auprès de l'OUA et en Éthiopie et au Soudan. Le temps que je rejoigne mon nouveau poste parisien, le FPR a attaqué le Rwanda. Et donc, je me suis grouillé pour être ici très vite, pour faire face à quoi ? Très difficile à exposer. Je faisais face à tout. Je faisais face déjà à Kigali pour certains problèmes. Je faisais face aussi à la France, qui n'acceptait pas nécessairement tout ce que je proposais ou tout ce que je demandais, mais aussi et surtout au FPR. Parce que le FPR, vous savez, surveillait les ambassades rwandaises,
Et j'ai pu me rendre compte pendant toute cette période qu'il n'était pas facile du tout d'être un ambassadeur en période de guerre, surtout une guerre sur fond ethnique. Donc là, je ne donnerai pas l'exposé historique sur le conflit Hutu-Tutsi au Rwanda ou au Burundi. C'est un conflit qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existait pas avant en RDC. Quand j'étais là, je vivais avec des Banyarwanda, dont certains me disaient qu'ils étaient d'origine Hutu, d'autres d'origine Tutsi. Je n'ai jamais entendu parler de Banyamulenge à l'époque. Ça, je dois le dire. Pourtant, j'étais avec des gens qui parlaient un Kinyarwanda un peu différent du mien, mais qui venaient d'Ouvira ou des environs, mais qui ne s'appelaient pas des Banyamulenge, qui étaient des Congolais dans les années 70. C'est après, en 1996, que cette donnée est venue s'ajouter à la complexité déjà de la situation dans cette zone. Les Banyamulenge ou les Tutsis originaires du Sud Kivu, qui veulent qu'on les considère désormais comme des Tutsis, certains plus proches du Rwanda que de leur pays officiel, le Congo. Et ça pose problème. Mais avant d'aborder toutes ces questions, j'aimerais dire un mot sur certaines affirmations qui ont été faites ce matin. Je vais, par exemple, en parlant de Hutu Power, dire que ça ne veut rien dire. Je m'excuse auprès de ceux qui ont utilisé cette expression. Le mot Hutu Power, ça ne comporte aucun sens réel ou historique dans l'histoire du Rwanda. C'est un mot qui a été utilisé pour la première fois par un certain M. Karamira, d'un parti d'opposition, Hutu d'ailleurs, mais lui, il était Tutsi, même s'il était un des chefs de ce parti. Et c'est lui qui a parlé officiellement, qui a lancé le mouvement Hutu Power, lui-même qui était Tutsi d'ailleurs, dans le stade de Kigali. Ça m'a toujours étonné et questionné pourquoi un Tutsi va faire la promotion ou la propagande du Hutu Power. C'est une question qu'il faut se poser. Donc cette notion, les chercheurs devraient vraiment tout faire pour l'éviter parce qu'elle n'a pas de contenu. Ça n'a aucun contenu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Tutsi Power au Rwanda? Je ne sais pas. On peut dire que les Tutsis ont certainement, pas le monopole, mais qui dominent la scène politique au Rwanda. Et le Tutsi Power, parfois, ça peut créer plus de problèmes en utilisant des termes tout faits que de répondre à la problématique. Deuxième élément sur lequel j'aimerais dire quelque chose, c'est le rôle de la France au Rwanda. Puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai été ambassadeur en France pendant 5 ans, pendant toute la période de la guerre. Le ministre Védrine a utilisé l'expression masochisme. Et c'est la vérité. Parfois, je me demande ce que veulent certains Français qui font tout pour que la France soit presque bâillonnée et châtiée pour avoir sauvé des Rwandais. Je ne mens pas en disant que la France, ou en tout cas les troupes françaises, au sein de l'opération turquoise, les troupes de turquoise sont les seules, avec bien sûr quelques troupes africaines qui accompagnaient turquoise. Ce sont les seuls sur cette terre qui ont sauvé des Rwandais. Enfin, mis à part les Hutus qui cachaient les Tutsis pendant le génocide des Tutsis, mis à part quelques prêtres étrangers qui ont fait la même chose, ou alors quelques Tutsis qui, après s'être cachés dans les forêts, dans les bois, dans les marais, ont profité de l'arrivée du FPR pour rejoindre la zone que le FPR occupait. Mais la France et ses accompagnateurs ou ses collaborateurs africains, le Sénégal, le Tchad et autres, ce sont les seuls qui ont sauvé des dizaines de milliers de Tutsis. Si nous parlons de Tutsis, la France a mis fin au génocide dans la zone du sud-ouest. C'est une réalité. Moi, j'ai visité la zone turquoise en août 1994 en tant que ministre des Affaires étrangères. J'ai eu la chance
de rencontrer les rescapés Tutsis qui avaient été rassemblés dans le camp de Nyarushishi et sauvés par la France, protégés par la France. La France qui venait, ou en tout cas les troupes françaises qui venaient de désarmer les Interahamwe qui sévissaient dans cette région, les forçant à partir. Le rôle de la France, la mission de la France, ce n'était pas d'aller tirer sur les Interahamwe, c'était de sauver les Tutsis. Et d'autres Rwandais menacés. En plus d'avoir sauvé des Tutsis, en créant la zone turquoise, l'opération a permis à ces centaines de milliers de Rwandais, Hutus, Tutsis, Batwa et autres, qui venaient du nord, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis 1990, depuis l'attaque du FPR, celui-ci a commis des crimes innommables dans le nord du pays, dans la zone qu'il occupait. Ils ont tué des centaines de milliers de personnes, en particulier en décimant les familles Hutus. Ça, il faut qu'on vous le dise. Ce n'est pas parce que ça ne s'appelle pas génocide officiellement que ça n'en est pas un. Et le dire, ce n'est pas nier le génocide des Tutsis. Moi, de toute façon, je ne peux pas le nier puisque je crois avoir prononcé le mot génocide des Tutsis pour la première fois le 10 avril 1994. Parce qu'une partie de ma famille venait d'être tuée, parce que Tutsis. Le problème, c'est que j'ai aussi de la famille Hutu qui a été tuée après, par le FPR cette fois-ci. Est-ce que le dire, quand je dis que des Hutus de ma famille ont été tués par le FPR, est-ce que je nie le génocide que ma famille Tutsi a subi? Je dis non. Il faut qu'on cesse de jouer ou d'instrumentaliser le génocide des Tutsis. Au Rwanda, il n'y a pas que des Tutsis, ni avant 1994, ni après. Il y avait un peuple de Hutus pour 85% de la population, de Tutsis pour 14% et de 1% de Batwa, de Twa, pygmées, qu'on appelle Bahwa chez les Bachis en face, Bahwa ou Batwa dans d'autres tribus du Congo. Pensez que les crimes commis par le Front patriotique rwandais de Kagame dans le Nord étaient des faits anecdotiques, c'est vraiment se moquer du monde. Il y a des rapports de Human Rights Watch faits avant la prise du pouvoir. Il y a des rapports d'autres organisations, Médecins sans frontières ou autres, qui décrivent comment le FPR faisait. Et après, il y a eu d'autres, enfin, des révélations d'officiers du FPR qui ont notamment parlé d'un plan d'extermination des Hutus. Et ce plan, ça s'appelait, moi j'ai retenu deux noms, ça c'est Punguza. Punguza, ça veut dire en Swahili, diminue. C'est-à-dire qu'il fallait diminuer le nombre des Hutus. Ou alors Fagia. Fagia, c'est balayer. Ça, ce sont des officiers du FPR qui nous ont raconté ça. Et c'était un rapport, plutôt c'était un projet, un programme qui existait. Et puis après tout, moi j'ai passé presque 3 mois à Kigali après le génocide des Tutsis. La première chose que j'ai observée là-bas, c'est que le FPR, pendant que nous, on voulait reconstruire, pendant que nous, on s'occupait de chercher à réconcilier les victimes avec leurs bourreaux, les troupes du FPR étaient occupées à massacrer les Hutus à travers le pays, ce qui a fait l'objet d'un rapport, un autre rapport, le rapport Robert Garsoni du HCR, qui parlait bien de génocide. Parce qu'en 3 mois, dans 3 préfectures, le FPR venait de massacrer 40 000, à peu près, 40 000 Hutus. Pas Rwandais à l'époque, c'était des Hutus. Est-ce que c'était un génocide, 40 000 Hutus? Moi, je dis que oui. À Srebrenica, il y a eu 8 000 victimes. Et ça s'appelle un génocide. Pourquoi ce ne le serait pas pour les 40 000 Hutus tués entre juillet et septembre 1994 par les troupes du FPR? Pourquoi ce ne serait pas un génocide pour les victimes Hutus massacrées dans le camp des déplacés de Kibeho, où pendant une nuit, le FPR a tiré sur les Hutus réfugiés dans ce camp, et le lendemain, on comptait presque 8 000 victimes, 8 000 corps ont été dénombrés sur le terrain.
Est-ce que c'est un génocide? Ce n'est pas un génocide. Moi, j'utilise le terme génocide lorsque j'utilise la définition, l'article 2 de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Pour moi, c'est un génocide, ce qui s'est passé en Somalie. Donc là aussi, je voudrais vraiment inviter les chercheurs, les inviter à ne pas être trop militants, quoi. Il faut analyser les choses froidement. Non pas se dire, comme ce sont des Tutsis, c'est un génocide. Et quand c'est des Hutus, c'est de la majorité, ce n'est pas un génocide. Non, ce sont des êtres humains. Dans la définition de 1948, l'article 2 n'a jamais parlé de petit ou de grand génocide. Voilà. À la lumière de ce que je viens de dire, vraiment, j'espère que beaucoup auront compris que si je parle du Congo, de la République démocratique du Congo, ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 1948. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres rapports qui ont été cachés dans les tiroirs. Plein de rapports, y compris le rapport du tribunal international pénal. Saviez-vous que moi, je travaille avec l'équipe d'enquête spéciale sur les crimes du FPR. En 2003, lorsqu'ils sont venus en concluant leurs travaux, les enquêteurs m'ont dit, écoutez, monsieur, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous aider, mais hélas, le rapport va être classé sans suite. On n'était pas loin d'ici, on était à l'hôtel Georges V. J'ai dit, comment vous dites? Oui, on nous a demandé de classer ce rapport. C'était un grand rapport qui concluait que le FPR avait commis un génocide au Rwanda pour la période concernée, c'est-à-dire pour 1994. 1er janvier 1994, 31 décembre 1994. Le TPIR avait conclu dans un rapport, suite à des enquêtes faites pendant quelques années, que le FPR, lui aussi, comme ceux qui avaient commis le génocide contre les Tutsis, que le FPR avait commis un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses sont simples. Madame Carla Del Ponte, qui était procureure et qui devait recevoir ce rapport, a été instruite par les États-Unis et par les autorités de l'ONU de ne plus jamais considérer ce rapport, de le classer sans suite. Je le sais parce que c'est elle-même qui me l'a dit. Je suis allé la voir à La Haye, accompagnée de Madame Victoire Ingabire, qui a fait
autant d'années de prison parce qu'elle avait demandé que les victimes Hutus aussi bénéficient de la compassion. Et madame nous a dit, écoutez, je ne peux rien faire. On m'empêche de sortir ce rapport. On m'empêche même d'auditionner l'expert américain dont je vous ai parlé tout à l'heure, M. Robert Garsoni. Garsoni n'a jamais été auditionné sur son rapport de 1994. On a interdit. J'ai contacté Mme Ogata. Ogata ne voulait pas, parce que Garsoni travaillait pour l'OHCR. Ogata a refusé que son ex-agent aille témoigner au tribunal pénal international, tout simplement pour cacher les crimes du FPR. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aujourd'hui, on nous traite de négationnistes parce que nous exigeons la justice pour toutes les victimes. Nous exigeons une mémoire commune, une mémoire égale pour toutes les victimes, qu'elles soient rwandaises, plutôt congolaises ou tutsis. Et finalement, ce sera ça la solution. Si on veut que la paix règne dans cette région, si on veut qu'au Rwanda il y ait une véritable réconciliation, il faudra bien un jour qu'on se résolve à accepter que les victimes Hutus aient aussi le droit à être enterrés dignement, comme leurs frères ou sœurs Tutsis. Il faudra accepter que les parents des victimes Hutus puissent ensevelir leurs parents dans la dignité, qu'ils puissent commémorer et rendre hommage à leurs parents tués par le FPR ou par les Interahamwe. Parce que même si un Hutu a été victime de massacre des Interahamwe, il n'a pas le droit de commémorer ça publiquement. Le mois d'avril, c'est pour les Tutsis. Un jour, je suis allé au mémorial de Bruxelles, mémorial du génocide. À l'époque, on n'avait pas ajouté des Tutsis. Avec mes camarades d'association rwandaise. Eh bien, il y a eu un sénateur belge qui a écrit que nous étions allés souiller le sang des Tutsis. Moi, je lui ai dit, mais attendez, pourquoi? Nous avons la compassion pour les Tutsis et pour les Hutus et vous ne nous empêcherez jamais d'avoir cette approche. Quelles sont les conséquences sur la situation actuelle au Rwanda? On vous parle souvent de réconciliation. Le président Kagame a réconcilié les Rwandais. Moi, je pense que c'est l'inverse qui s'est produit. Prenons le Burundi, par exemple. Le Burundi, après la guerre, en 2000, après le génocide de 1972, après les différentes guerres de libération. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rencontrés à Arusha, ils ont signé un accord de paix basé sur le consensus paritaire, ou la parité consensuelle, si vous voulez. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils ont été réalistes. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons tous, Hutus, Tutsis et autres, participer à la gestion de notre pays. Et ils ont établi des quotas paritaires. Les Tutsis qui ne sont pas majoritaires ont reçu, par exemple, 50% dans l'armée. Aujourd'hui encore. Pour faire la paix et pour établir un certain équilibre entre les groupes, les communautés du pays, les Burundais ont accepté de se partager le pouvoir par ethnie. Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kagame a dit, nous avons pris le pouvoir, désormais il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. Mais on continue de dire qu'il y a eu un génocide des Tutsis quand même. Moi je pense que si on avait voulu vraiment supprimer les ethnies, la première chose qu'on aurait pu faire, c'est de ne plus en parler, de ne plus citer le mot ethnie, Tutsi, Hutu ou autre. Non, on peut parler des victimes Tutsis, mais on n'a pas le droit de dire qu'il y a des ethnies dans ce pays. Deuxième chose, chaque année, on commémorera les victimes du génocide des Tutsis, massacrés par les Interahamwe ou par d'autres forces négatives. En revanche, tous les Hutus massacrés par le FPR, que ce soit au Rwanda d'avant 1994 ou après
ou en RDC, c'est oublié. On n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ceux qui ont organisé leur massacre, c'est ceux qui sont au pouvoir. Vous avez compris. Du coup, les parents des victimes Hutus n'ont pas le droit de porter plainte contre les dirigeants du FPR parce qu'ils sont au pouvoir. C'est interdit. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Un Hutu n'a pas le droit de porter plainte contre le FPR lorsque toute sa famille a été décimée par les troupes de Kagame. Sur le plan des aides aux victimes, pour la réhabilitation des victimes, toutes les aides que le Rwanda reçoit et qui passent par ce qu'ils appellent le FARGE. Le FARGE, c'est un fonds c'est un fonds destiné à la réhabilitation des rescapés du génocide des Tutsis. Donc, toutes les aides, alors même que tous les Rwandais qui travaillent, les fonctionnaires, ils sont tous obligés de financer ce fonds. Mais eux ne peuvent pas en bénéficier, même s'ils ont été victimes. Je ne suis pas en train de créer... non, je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire dans la salle, j'aimerais bien qu'il me le dise. Donc, ce fonds ne peut aider que les familles des Tutsis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants Hutus qui ont perdu leurs parents, les orphelins Hutus, ne reçoivent pas d'aide de ce fonds. Alors que leurs petits camarades reçoivent des cahiers, le Minerval et tout. Vous croyez que c'est ça, réconcilier les Rwandais? On crée des frustrations. Les frustrations, généralement, aboutissent à la colère ou à la jalousie, et enfin à la haine. Et la haine aboutit à la violence. Vous voyez? Moi, je pense que ce qui se passe là, en fait, on est en train de préparer autre chose. Je n'ose pas dire qu'on prépare un génocide. Mais souvent, ça, dans le contexte rwandais où le fait ethnique est vraiment exacerbé, moi, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour, si les autres arrivent à se rattraper, à avoir les moyens de se défendre, eh bien, ça se passera très très mal. Je veux dire quoi? Je veux dire que le jour où les Hutus pourront avoir des aides de je ne sais où, qu'ils mettront en place une armée forte, il y aura une guerre au Rwanda, pas à la frontière avec le Congo, ce sera au Rwanda, et ça risque d'engendrer vraiment des problèmes. Et moi, je ne le souhaite pas. S'enfermer dans cette croyance que tout va bien, que le président Kagame, c'est le héros de la réconciliation, qui développe le pays, c'est une erreur monumentale. Avant 1990, on croyait que le président Habyarimana était un homme providentiel. À certains égards, c'était peut-être vrai, mais ce n'était pas vrai de manière absolue. La question des réfugiés, on a aujourd'hui encore quelques centaines de milliers de réfugiés rwandais à travers le monde. Hutus de manière générale, mais de plus en plus aussi de réfugiés Tutsis qui quittent le navire. Des généraux, des officiers de rangs différents, de citoyens ordinaires, Tutsis, qui ne peuvent plus supporter ce système qui les favorise, mais qui crée le danger. Tiens, il y a 2 semaines, ou 3, le 17 février, un jeune Rwandais qui s'appelait Kizito Mihigo, un Tutsi, victime du génocide, enfin rescapé du génocide, est mort à Kigali. Ils ont prétendu qu'il s'était suicidé. Ce n'est pas vrai. Toutes les enquêtes mènent à une élimination pure et simple du régime, par le régime. Pourquoi un jeune rescapé est devenu une cible du régime du FPR? Tout simplement parce que, comme moi et beaucoup d'autres, il s'était rendu que
la question mémorielle était mal abordée et qu'elle devenait de plus en plus conflictuelle et qu'elle frustrait les non-Tutsis. C'est un garçon qui réfléchissait beaucoup. Je ne vais pas trahir le secret, mais plusieurs Rwandais lui ont parlé quand il était encore en vie, alors que le gouvernement rwandais ne voulait pas qu'il nous rende compte de ce qui se passait. Et donc, Kizito Mihigo, qui était un artiste, il a utilisé son art pour promouvoir la vraie réconciliation, la vraie mémoire. Il a composé des chansons. Il a même composé une chanson, un clin d'œil aux Congolais, en leur disant « Frères congolais, ne suivez pas ce qui se passe, nous sommes quand même des frères ». Alors que les troupes rwandaises étaient en train de massacrer les Congolais, lui il disait « Après tout, c'est pas ça. Nous sommes des frères. On doit se réconcilier ». Et donc, parlant du Rwanda, il a chanté une chanson qui disait que toutes les victimes, de quelque ethnie qu'elles soient, devaient être honorées. Et ça, pour le régime de Paul Kagame, ça ne passe pas. Moi qui vous parle, j'ai créé une fondation qui s'appelle Ibukabo Ose. C'est-à-dire Mémoire et Justice pour tous, depuis 2004. C'est à ce titre d'ailleurs qu'après quelques années, j'ai été en contact avec la fondation Kizito Mihigo. À partir de ce jour-là, quand j'ai lancé cette fondation, puisqu'avant il y avait une association qui s'appelait Ibuka Mémoire, mais qui ne concerne que les victimes du génocide des Tutsis. Alors que notre fondation, c'est toutes les victimes. Tutsis, bien sûr, Hutu, toi, et même étranger, tu es au Rwanda. À partir de ce jour-là, je suis devenu un négationniste. Mesdames et messieurs. Parce que j'ai demandé qu'on rende hommage à toutes les victimes. Je suis devenu négationniste. Hier encore, il y a un grand magazine de la place, de Paris, franco-africain, qui m'a traité de négationniste. Parce que j'ai dit, mais c'est un autre sujet, ce sera pour la prochaine conférence, j'ai écrit un livre où j'ai dit que Kagame a sacrifié les Tutsis. Eh bien, donc Kizito Mihigo, à partir du jour où il a chanté sa chanson, où il a dit que tous ceux qui sont morts ont la même valeur, il est devenu l'ennemi du Rwanda. Il a été mis en prison. On lui a inventé des crimes. On a dit qu'il voulait assassiner le président Kagame. Il a été condamné à 10 ans. Et il est sorti fin 2018, je pense, soi-disant par grâce présidentielle, après 4 ans de prison. Victoire Ingabire, qui avait en 2010, elle aussi prononcé une phrase de ce genre, elle a écopé de 15 ans, parce qu'elle a dit que les victimes Hutus avaient aussi le droit d'avoir une certaine justice et d'être honorés comme des citoyens rwandais, que c'est ça la réconciliation. 15 ans de prison. Elle est sortie au bout de 8 ans, je pense. C'est pour vous dire l'enjeu de cette question mémorielle. C'est un enjeu énorme pour le président Kagame. Parce que si vous dites que les Hutus ont le droit aussi à la mémoire, et qu'il faudrait une mémoire nationale, c'est que vous insinuez que le FPR a massacré des Rwandais. Ceux qui n'ont pas été assassinés par les Interahamwe, ipso facto, ça veut dire que c'est Kagame et son armée qui les ont assassinés. Ça, il ne veut pas. Quand vous dites que le Congo a perdu des millions, si vous le dites au Rwanda en tout cas, vous avez des problèmes. Si vous dites que la présence de l'armée rwandaise au Congo a entraîné des millions de morts, faites attention de ne pas le dire à Kigali. Et c'est cela qui me conduit à dire que tout le reste, c'est bien. Une capitale propre. C'est ce qu'on disait de Kigali avant 90. S'il y a ici des Congolais de Bukavu, de Goma, ils savent qu'avant 90, puisque la poste n'existait plus à Bukavu, les bureaux de poste avaient fermé pour je ne sais pas, Mobutu, je ne sais pas quel phénomène l'avait conduit à ne plus entretenir le réseau postal. En tout cas, il n'y en avait plus. Un de mes frères, malin,
avait créé des boîtes postales à la frontière, à la Rusizi. Et tous les Bukaviens venaient déposer leur courrier chez nous et les retiraient. Ils avaient en fait ouvert des boîtes postales à Tchangougou. À Gisenyi, c'était la même chose. Donc ça, c'est du... À la limite, je dis que c'est secondaire. La propreté, les infrastructures. La Syrie était un pays des plus développés dans la région, dans sa région. Allez en Syrie aujourd'hui, vous allez voir. C'est-à-dire que si la politique ne marche pas, c'est bien d'avoir des immeubles, mais les immeubles, ça tombe en 24 heures. Il faut d'abord construire un pays, construire une nation. C'est ce que le Mzee Nyerere a fait. La Tanzanie n'est peut-être pas un pays riche, au sens bling-bling, mais la Tanzanie est une nation solide et forte. Et c'est ça que les Rwandais devraient peut-être retenir comme modèle plutôt que Singapour. Ça ne sert à rien de construire des immeubles, ça ne sert à rien de construire Arena si une partie de la population, 85% de la population, est frustrée du fait d'être marginalisée et exclue politiquement et dans d'autres domaines. Je ne vous ai pas dit qu'au Rwanda, l'armée du FPR est à 99% composée de Tutsis. Tous les officiers, le haut commandement, ce sont des Tutsis. C'est une erreur grave, gravissime. On ne peut pas construire un apartheid de ce genre et penser réconcilier un peuple. Mesdames et messieurs, j'ai peut-être parlé avec passion, mais c'est normal lorsque je parle de mon peuple et de ces deux composantes, Hutu et Tutsi, parce que j'appartiens aux deux. Ça peut être une chance, parfois, parce que ça vous permet de comprendre. C'est aussi une douleur, ça constitue une douleur énorme. Lorsque vous vous sentez tiraillé des deux côtés, on vous dit non, 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 ne parlez pas des Hutus. Mais pourquoi pas? Mais cela est valable aussi pour tous les autres Rwandais. Ce n'est pas que d'être né des deux côtés qu'on ait nécessairement des atouts. Non. Il faut respecter le principe d'égalité citoyenne au Rwanda, comme cela est respecté dans tous les autres pays. J'avais d'autres sujets que je voulais développer, mais je vous vois et je sens que vous commencez à vous fatiguer de mon discours. Pas du tout, mais on est un peu en retard. On n'a pas assez de temps. Je vais donc en arrêter là. Et une fois encore, vraiment, je m'incline humblement devant mes frères congolais en leur disant qu'il faut, dans le discours que certains Congolais utilisent à la radio, à la télévision, il faut éviter d'amalgamer. Tous les Rwandais ne sont pas avec le président Kagame, vous savez. Il y a des Rwandais qui souffrent plus de Kagame que les Congolais. Donc, il faut nuancer. Et même, j'irai plus loin, il faut créer une synergie entre les forces progressistes de notre région. Il faut que les Congolais qui veulent le changement, les Rwandais qui veulent un changement positif, les Burundais et les Tanzaniens et autres, il faut que de plus en plus ils se mettent ensemble, qu'ils discutent et qu'ils voient comment le faire, comment y arriver en évitant les guerres et surtout en mettant fin à ces régimes despotiques. Je vous remercie beaucoup. Info 243 au cœur de l'actualité.